Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. J'espère que tout le monde va bien. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va super bien. Yann, aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on a déjà quand même un peu effleuré le sujet, mais on va en parler un peu plus en profondeur aujourd'hui. C'est de quoi qu'on parle aujourd'hui, Yann? Tu sais, la dernière fois, on parlait tu sais, on est remonté jusqu'à un roi d'Angleterre. Puis là, on mentionnait comme quoi que c'est difficile quand on arrive en Europe pour monter. Puis là, on va discuter des registres, de la prise de registre. Pourquoi on a de la prise de registre? Pourquoi c'est plus facile à certains endroits qu'à d'autres endroits? Puis pourquoi c'est difficile quand on remonte dans le temps? Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça marche ou ne marche pas, là, la prise de registre. Puis il y a des raisons pour lesquelles, au Québec, au Canada, en Nouvelle-France, on a des bons registres. Puis, ce serait le fun un peu de voir comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Ça ne marche pas en hiver un registre. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Puis let's go. Justement, on parle là, de registres paroissiaux, puis Sébastien, tu pourrais nous expliquer là, l'origine de ça, comment ça se fait qu'on a ça, nous, au Québec, là, cette prise de registre. Et là, pour remonter à ce qu'on a, nous, au Québec, il faut remonter avant la colonisation, tu sais. Euh, on parlait la dernière fois que tu sais, les Gaules, éventuellement, ils avaient été conquis par les Romains. Puis éventuellement, c'est devenu ce que c'est maintenant. Mais tu sais, les prêtres, à l'époque, parlaient, tu sais, le français, comme qu'on le connaît maintenant, ça date pas de 1000 ans, là. C'est à peu près 1000 ans. Les années 1200 à peu près qui ont standardisé ça. Puis ben, avant ça, ben, ils parlaient latin. Donc, c'est l'Église chrétienne catholique qui faisait ses registres en latin. Puis, ben, les prêtres, ils faisaient même les messes en latin. Puis, ben, je sais pas si tu sais, mais si on fait une messe en latin, tu sais, on regarderait pas un show de TV en latin. À moins qu'il Mais, soit obligé. fait que là, les prêtres, originalement, tu sais, ils prenaient des registres, là, principalement pour un paquet de raisons. Entre autres, si tu veux faire baptiser ton enfant, ce qui est obligatoire, faut que tu payes les services. Quand tu te maries, puis il faut que tu te maries pour avoir des enfants, ou fait que si tu veux te marier, faut que tu payes pour les services de la cérémonie. Ben, ils prenaient des registres pour savoir qui charger. Puis éventuellement, ils ont commencé à prendre des détails, principalement là, dans un but un peu d'éviter. Tu sais, quand tout le monde sont dans le même village puis qu'ils se marient ensemble, à un moment donné, ça donne un niveau de consanguinité qui peut être dangereux là, génétiquement. Ils Hmm. se sont rendus compte de ça, ça fait longtemps. Puis un des objectifs des prêtres, c'est de faire un peu une tenue de livre. Comme ça, ils pouvaient dire, hey, moi, je vais me marier avec la petite un tel là-bas, la petite rousse, là, puis ils les regardaient voir si deux, trois générations en haut, il y avait un problème, si c'était proche. Puis ils pouvaient empêcher un mariage. Parce que, tu sais, pour des raisons génétiques, c'était pas bon. Fait que là, il y avait des détails quand même pour quand ils faisaient quand ils faisaient des baptêmes, quand ils faisaient des mariages, ils prenaient ça en note. Puis là, ce qui est intéressant pour nous, ce qui va arriver, ce qu'on va hériter de la France au moment de la colonie, ça date d'avant la colonisation. Donc, il y a 2 petites secondes. Il y a l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est la plus ancienne loi, en fait, encore en vigueur en France, parce que ça parlait principalement de tout ce qui est justice, du système de justice là-bas. Puis, il y a des articles, l'article 110-111, qui concerne la langue utilisée par la justice, le français à partir de cette loi-là. Fait que la loi, elle existe encore. Elle est encore, c'est pas tous les morceaux de loi, le reste a été abrogé beaucoup. Mais à cette époque-là, ça a été écrit par François Ier. Le roi, là, c'est en 1539. C'est le même roi qui avait choisi Jacques Cartier pour découvrir des territoires au nom du roi de France. Quelques Euh, années auparavant. ouais, ben, 1534-35. Hmm. Puis, fait que c'est un roi qui a quand même été, somme toute, là, malgré qu'on ne le connaît pas beaucoup, là, somme toute, important pour ce qu'on a maintenant ici tu sais, au Québec, en Nouvelle-France. Puis, dans le fond, eux autres, ils obligeaient la prise de registre pour baptême, mariage, sépulture par les religieux. Quand la colonie s'est installée, ben, ça fait 400 ans qu'on fait des registres comme ça pour baptême, pour mariage, puis pour sépulture. Puis le premier, c'était un des enfants d'Abraham Martin, je pense. Puis là, avec ces registres-là, éventuellement, en Nouvelle-France, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque année, ils faisaient une copie des registres.
ou en même temps, il faisait en prise double, puis il envoyait une copie des registres au palais de justice. Comme ça, tu avais l'équivalent État civil au palais de justice, puis la partie religieuse. Puis ça, on fait ça depuis les débuts de la colonie. Fait que la plupart des registres qu'on a, là, il y en a existé à un moment ou à un autre, deux copies. Puis là où ce que ça va différer avec les autres endroits, maintenant, je pense que c'est de la façon, à un moment donné, que ça a été géré. C'est ça, on remonte avant la Nouvelle-France avec nos ancêtres, on arrive en France. Eux autres, ça va être par département. Quand je dis département, là, c'est pas comme quand tu vas dans un magasin puis qu'il y a le département des légumes. C'est tu vas avoir une région. Une région Puis administrative, ouais, c'est une région l'équivalent administrative. de. Ouais, ici, ce serait une région administrative ou une province ou peu importe, là, un État aux États-Unis, whatever. Eux autres, c'est un département. Puis ben, il va y avoir différents. Fait que si tu te retrouves dans un endroit, il va y avoir un site, dans un autre endroit, il va y avoir un autre site. Fait que ça rend la chose un peu difficile. Nous, on a Bibliothèque Archives nationales du Québec. En fait, toutes les archives du Québec sont centralisées avec différents centres. Puis, dans le fond, nous, c'est là qu'on va chercher. Puis, je voudrais te faire un peu un exemple, là, comment est-ce que c'est pour un registre. Donne-moi des petites secondes. Donc, la meilleure façon, c'est pour procéder, c'est toujours, là, tu vas chercher dans le cul numérique et tu te retrouves rapidement sur le site de bibliothèque. Là, on va aller, on va aller dans mes ancêtres. On va regarder Saint-Hubert de Spalding. Là, on a plusieurs choix, des photos, toujours le fun. Ici, la paroisse de Saint-Hubert de Spalding. Ça, c'est typique pour à peu près n'importe quoi. Puis ça donne une bonne représentation de ce qu'il y a. Donc, la paroisse avait débuté en 1902. Je pense qu'on a déjà parlé. Puis, tu vas avoir un index, puis les registres eux-mêmes. Puis ça, c'est à l'époque, avant que ce soit digitalisé sur Internet, si tu allais dans un endroit avec des microfiches, tu regardais dans l'index, tu trouvais l'index, puis tu regardais dedans. Là, dans l'index, on peut voir, c'est pas une grosse paroisse à ce moment-là, tu vois, il y a eu 4 baptêmes dans l'année 1902. Et le premier qu'on voit en haut, en ordre alphabétique, Audet, un de mes grands-oncles, Joseph Stanislas. Et ici, à côté, 2R, feuillet 2, recto. Là, on peut aller à l'intérieur. La première page, c'est le feuillet 1. Ils sont recto, verso séparés, donc on va voir feuillet 1 verso, feuillet 2. Puis là, si on regarde comme ça ici, on va trouver baptême 2, Audet, Joseph Stanislas. Là, ben, le texte qui, lui, va être continué, il a été baptisé né la veille, et ainsi de suite. Puis, il y avait une formule quand même assez standard. Puis là, ben, tu vas avoir des noms ici. Puis, hey, c'est même pas mon ancêtre, c'est un autre Audet, Amanda Grondin, Napoléon Grenier. Non, Marie Grondin, c'est bon. Ça, c'est, ah ben oui, c'est ceux qui étaient présents, dans le fond, c'était même pas les parents. Si tu regardes, la mère, il baptisait l'enfant, tu sais, généralement, là, il baptisait l'enfant le jour même ou le lendemain, ici, c'est né la veille, de la naissance. Donc là, ici, on voit Paul Audet, mon arrière-grand-père, et Marie Grondin, mon arrière-grand-mère. Mais la mère, elle vient accoucher, elle va pas aller à l'église. Fait que généralement, ça va être une porteuse ou le parrain, marraine qui sont importants. Fait que là, on voit Amanda Grondin, qui est la sœur de Marie Grondin. Puis, probablement qu'ils vont dire ici que le père n'a pas pu être présent. Ça, c'était quand même assez fréquent que le père était absent pour les baptêmes parce que, on a déjà jasé, souvent, l'hiver, il partait pour aller bûcher du bois parce qu'il s'occupait pas de la terre. L'été, perdre une journée pour s'occuper de la terre, c'était quelque chose. Fait qu'on va avoir, généralement, on va avoir parrain Morel, souvent le père, rarement la mère de présente là, pendant des années pour, pour les registres. Ça c'est un baptême. Il y en a plein comme ça, des baptêmes. Puis c'est ça, les baptêmes, tu sais, là, c'est le fun, on a le parrain marraine, on sait que les parents sont pas là, mais il y a eu des baptêmes pour différentes choses, tu sais, qui vont avoir lieu. Puis il y a le fait hein, que tu disais, né ce jour, baptisé la journée même, il y a une raison là, pour Oui. ça. C'est parce que principalement, la mortalité infantile à l'époque est beaucoup plus élevée. En fait, t'es chanceux si tu traverses l'âge de 5 ans. Mais souvent aussi, il y en a qui vont mourir là, dans les premiers jours parce que la médecine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis l'accès aussi, surtout à la médecine, n'est pas ce qu'on a aujourd'hui.
Puis bon, pourquoi que c'est important? Ben, on est très religieux à l'époque, puis un enfant non baptisé ne peut pas aller au paradis. Donc, on s'assure là, qu'il soit baptisé là, le plus tôt possible, là, pour pas qu'il soit dans les limbes le restant de Ouais, ses jours. le restant de la vie de son âme, ce qui est supposé éternel. Donc, puis là, c'est justement quand l'enfant est né, c'est un enfant mort-né ou un enfant qui est mort trop tôt avant, il peut pas aller dans le cimetière normal, selon les rites catholiques, il va être enterré dans le cimetière des infidèles. Et puis j'ai un registre pour toi pour montrer ça. Donc ici, anonyme, l'enfant d'Étienne Thibault, euh, là en 1773, le 18 juillet, était dans le cimetière de cette paroisse, l'enfant d'Étienne Thibault avec pas de nom. Euh, Même si tu avais choisi un nom pour ton enfant, son nom va lui être attitré au baptême. Puis là, ben, Étienne Thibault, son enfant, il est mort. C'est super difficile à dire. Mort en naissant. Fait c'est un enfant mort-né. Puisqu'il est mort-né, lui, il peut pas accéder au paradis. Il est pris dans les limbes, selon les rites catholiques, bien entendu. Fait que les autres, ils vont l'avoir enterré. Là, le prêtre, il va l'avoir enterré pas de nom, avec anonyme. Puis, il n'y a pas de baptême, rien, mais il va avoir quand même pris ça ici. Fait que ça c'est intéressant. Mais aussi, c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, euh, tu sais, on a beaucoup d'échanges avec tu sais, les communautés autochtones. Puis, des yeux des religieux, les Autochtones, ils sont pas baptisés, donc ils vont tous se retrouver dans les limbes, puis ils trouvent pas ça le fun, fait qu'ils essayent de convertir les Autochtones. Ça a été beaucoup l'idée Mm. des religieux qui ont géré tu sais, les débuts de la Nouvelle-France. Puis, j'en ai un ici pour vous montrer, là. C'est un peu plus lisible. Donc ici, le 23e jour du mois d'octobre de l'année 1717, dans l'église de Saint-Antoine de la Chevrotière, par moi, prêtre sous-signé curé des Grondines et missionnaire de la Chevrotière, a été baptisée une fille sauvagesse abénakise, parce que c'est comme ça qu'eux autres, ils qualifiaient les personnes, c'était leur sauvage, euh, pas exactement un terme qu'on utiliserait aujourd'hui. Elle a été nommée Marie-Joseph euh, Aubert Aubertine. Le parrain était Joseph Lachevrotière. Ça, c'est intéressant parce que c'est dans la paroisse de la Chevrotière, c'est le dude qui gérait, qui avait son nom sur la paroisse, là. Et la marraine, Élisabeth Lachevrotière, sa sœur. Donc, eux autres, ils ont comme adopté Marie-Joseph, qui est une abbé naquise. Puis ils ont donné un nom. Là, à savoir ce qui est arrivé par la suite avec, je sais pas. C'est un registre que j'étais tombé comme ça, tu sais, à peu près au hasard. Mais ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que juste ici, j'ai un autre copie du même registre, le 23e jour du mois d'octobre de l'année 1700, parce que ils l'ont recopié, puis Mm. ben, en le recopiant, ben, il y avait une version plus propre. Je ne sais pas s'il y en a une des deux qui supposait être la version envoyée au palais de justice, puis l'autre qui est la version qu'ils vont garder à l'Église. Mais on a deux copies des mêmes registres. Des fois, c'est pratique, parce que des fois, c'est super difficile à lire. Elle s'appelait Marie-Joseph. Euh, D'ailleurs, moi, j'avais toujours entendu, là, quand on était jeune, on a tout, hein, toi, t'as Joseph sûrement dans ton nom. Moi, c'est Éric, Joseph Éric François Béliveau. Oui, typiquement, au Euh, 20e siècle, c'était le nom de Joseph-Marie, suivi du nom du parrain ou du nom du père, suivi de ton prénom usuel. Mon père, même, quand lui, il a passé par l'aviation, il était dans l'armée. Puis dans l'armée, ils prennent le nom de baptême tel qu'inscrit. Ça fait que dans ses registres militaires, donc après ça, dans sa carrière dans la fonction publique, il y avait tout son nom complet. Mais vu que c'était trop long, il mettait les initiales. Fait que ça marquait J-A-M comme nom. Moi, je trouvais ça drôle, parce que c'est comme le mot anglais pour confiture, là.
Mais c'est quand même, c'est ça, on a tous Marie pour les filles ou Joseph pour les garçons, là. On entend ça. C'est pas, moi, j'entendais comme quoi que c'était systématique, mais Ouais. finalement, à avoir des registres de baptême, je dirais que c'est pas 100% vrai. C'est généralement vrai. Mais ça arrive là des fois qu'on va avoir là des noms qui n'ont pas Joseph ou Marie là, dans leur baptistère. Ouais, je Si, pense qu'à un moment donné, c'était comme sous-entendu, puis il faisait ça, puis les autres, mais euh, souvent, tu vas avoir peut-être Joseph, peut-être pas, puis peut-être un nom de parrain ou de père, peut-être pas. Des fois, juste un nom. J'ai l'impression que plus qu'on remonte dans le temps, puis moins que c'était standard. Je ouais, pense que c'était vraiment quelque chose que au 20e siècle, on pensait que c'était la tradition, puis on le faisait. Mais au 19e siècle, 18e siècle, ça arrivait. Puis avant ça, bof. mais il y avait assurément un Joseph ou une Marie dans chacune des familles, même s'il n'était pas Généralement, ouais, oui. Puis dans les premiers. souvent, il y avait aussi beaucoup des noms des apôtres qui revenaient. Puis... Matthieu, Jean, Philippe, etc. D'ailleurs, on a parlé aussi un peu là, des parrains marraines. Il faudrait peut-être souligner là, l'importance hein, que ça avait, qui est plus la même symbolique là, qu'on a aujourd'hui. À l'époque, choisir le parrain, la marraine. Bon, souvent, on le dit, c'est qui est à proximité, parce que le baptême se fait quand même assez rapidement. Là. Oui, mais Euh, souvent, même si c'est à proximité, là, si tu choisis quelqu'un pour être le parrain de ton garçon, c'est probablement pas juste le gars qui passait dans la rue, tu sais, c'est sûrement quelqu'un non, qui t'a... Parce que normalement, puis je l'ai vu, moi, j'ai une de mes arrière-grand-mères, ses parents, ça marchait pas bien, tu sais, elle s'est retrouvée à être adoptée par son parrain marraine. c'est ça, exact. C'est la fonction hein, d'un parrain de marraine à l'époque, ben, ce qui est techniquement encore le cas aujourd'hui, là, mais s'il arrive quelque chose aux parents, ben ce sera le rôle là, des parrains marraines. Là. Des fois l'un ou l'autre, hein, parce qu'ils ne sont pas toujours un couple nécessairement, Ouais, mais des fois, quand c'est pas un couple, ben, ça donne deux options. Là. Mais si jamais les deux parents meurent, ben, ça se peut que les enfants soient placés en adoption chez leur parrain ou et leur marraine ou leur marraine. ouais, parce qu'on on en a Euh, déjà parlé dans le système d'adoption, là. Maintenant, c'est très, très institutionnalisé, là, mais avant, c'était assez random. Sinon, dans les rites catholiques et chrétiens, le concept du parrain ou de la marraine, c'est celui qui va te parrainer pour devenir un chrétien. Ce qui est facile quand t'es bébé, automatiquement tu l'as, mais c'est jadis, là, à l'époque, là, au début de la religion, c'était, lui, ça va faire un bon chrétien. Puis le chrétien, il fallait qu'il démontre, là, qu'il suive certains enseignements, puis qu'il démontre sa volonté. C'est pour ça qu'il y a plusieurs rites avant que tu sois considéré, normalement, dans la religion. Puis normalement, le parrain était là pour t'aider dans ton éducation spirituelle, ainsi de suite. Euh, je sais pas ailleurs dans le monde, au Québec, on fait encore souvent les baptêmes par tradition, plus pour la forme, puis pour la petite cérémonie qui vient avec, que pour démontrer, pour avoir quelqu'un qui va donner hmm. une éducation spirituelle, ou au cas où on décède, là, en cas de décès, c'est rarement, ça fonctionne plus de même. Là. Ça a beaucoup changé avec le temps. J'ai d'ailleurs un exemple à vous montrer à ce sujet-là. C'est un registre que je vous ai déjà montré là, il y a de cela assez longtemps. On en parlait aussi de ma grand-mère lors de la première émission sur l'adoption. Puis bon, c'est le registre de baptême de ma grand-mère, Valentine Rosanna Bergeron, qui est née hier, puis qui est la fille légitime de Dieudonné Bergeron, journalier. Jusque-là, ça va et de Rosanna Demers. Bon, le parrain était Wilfred Bergeron, journalier, et la marraine a été Malvina Lorrain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, Rosanna Demers, c'est la femme de Wilfred Bergeron. C'est pas Ouais, ils se sont trompés. Puis Wilfred, c'est le frère de Dieudonné.
le frère aîné de Dieudonné. Donc, ils se sont trompés là, Ouais. dans le registre de baptême. Puis ça, Ouais. heureusement, ben, cette histoire-là reste parce que sinon, je veux dire, parce que l'affaire qui arrive aussi, c'est que mon arrière-grand-mère est décédée alors que ma grand-mère était en bas âge, avait 2 ans, et effectivement, elle s'est faite adopter là, dans la famille du côté de sa mère. Malvina Lorrain, c'était sa grand-mère maternelle. C'est de ce côté-là qu'on a adopté ma grand-mère. Mais ceci étant dit, bon, si ça n'avait pas été des histoires de famille, si quelqu'un était parti vierge sur cette lignée-là, dans 50 ans, il n'aurait pas pu trouver là, c'est qui là, ça aurait été un pas pire nœud. Ce qui est intéressant avec ce registre-là que tu nous montres, Éric, là, c'est le formulaire presque préétabli. Parce que après la conquête, les Anglais ont éventuellement passé une loi, tu sais, ils continuaient un peu ce que les Français avaient instauré comme registre. Puis ils ont élargi ça, pas juste au registre catholique, mais les autres religions prenaient des registres. Puis éventuellement, c'est devenu, je sais pas si c'était le clergé ou le gouvernement britannique, là, mais là, c'était rendu formel. Il fallait que tu mentionnes la date, le nom qui était attribué à l'enfant, le père, la mère, avec la profession du père. Ils considéraient que la mère n'avait pas de profession. Puis les parrains. Puis c'était formel, là, puis c'était toujours la même formule. Même quand c'était là, c'est un truc préétabli, ce qui facilitait la prise de registre. Mais même quand c'était pas comme ça, c'était quand même la même chose qui passait. Ça, c'est parce que c'était en 1900, alors on avait Ouais. l'impression que ça allait bien. Mais même avant ça, il y avait une formule préétablie, puis les registres suivaient, tu sais, d'un curé à l'autre. Ce qui fait que même quand c'est vraiment difficile à lire, des fois, on est capable de retracer quand même de l'information, là. Mhm. Mhm. Sinon, moi j'aimerais te montrer un autre fait intéressant sur des baptêmes, puis les habitudes que les gens vont avoir là, au niveau des baptêmes. Là. Je vais sharer mon écran. Donc là, on est en avril, en fait, on est le 23 avril 1805. Puis là, on voit le baptême de Marie-Georges Chartrand, puis le baptême de Georges Chartrand. Fait que là, tu te dis, ah, c'est cool, c'est des jumeaux. Ah, pas pantoute. Donc là, si tu regardes, né la veille du légitime mariage de Vincent Chartrand Laboureur. Puis ici, paroisse était baptisé, nommé Georges de la veille du légitime mariage de Joseph Chartrand Laboureur. Fait que Vincent puis Joseph, c'était des frères, puis ils ont eu des enfants qui sont nés la même journée, puis ben, ils ont donné à peu près le même nom, Marie-Georges puis Georges. Et c'est quand même quelque chose. Les chances que ça arrive là, sont quand même assez faibles. Ouais, ouais. Demandez, là. Effectivement. On a parlé des baptêmes. Maintenant, passons au registre de mariage. Les mariages, il y a aussi hein, son information qu'on peut aller chercher dessus. Tu pourrais peut-être nous expliquer, au début, on parle toujours de la publication des bans. C'est quoi ça, la publication des bans? Oui, puis c'est pas un banc B-A-N-C comme lorsque tu t'assois, là, c'est un B-A-N. BANS. Pas au Ouais. pluriel. Puis, dans le fond, on disait, je mentionnais tantôt, un des objectifs original, là, autre que l'état civil de la prise des registres là, pour l'Église, c'était d'essayer d'empêcher la consanguinité. Donc, ils voulaient s'assurer que les gens qui se mariaient n'avaient pas un lien de parenté trop étroit. Donc, typiquement, de la façon que ça fonctionnait, c'est que le couple qui se mariait, il se mariait dans la paroisse de la demoiselle. Parce qu'il venait pas nécessairement s'il venait dans le même village, c'était facile. Mais il venait d'un autre village là, à Mm. côté ou vraiment très loin. Puis, ben, si tu viens du village d'à côté, puis que tu te maries en douce sans que le monde le sache, le monde ne pourra pas s'opposer au mariage. Parce que si vous avez déjà vu dans un film, il y a toujours, juste avant de nommer les mariés, disent, si vous avez une objection à ce mariage, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Mais ça, c'était le moment pour dire, ah non, non, ça marche pas. Il fallait donc faire annoncer qu'il va y avoir un mariage. À cette heure, c'est facile, on marque ça sur Facebook, puis tout le monde va le savoir, là, même du monde que tu Mm. connais pas. Mais à l'époque, il n'y avait pas Facebook et souvent, le monde, il n'en parlait pas tant. Fait qu'il il fallait faire ce qu'on appelait des bannierages. Donc, à la messe de ta paroisse puis de l'autre paroisse, il fallait annoncer, là, dans 3 semaines, là, alors, le petit roux va se marier avec la petite brune. Fait que c'est dans 3 semaines. Il fait faire 3 bancs de mariage comme ça. Donc, il fallait annoncer dans les messes 3 fois
qu'il va y avoir un mariage. Comme ça, les gens qui voudraient déclarer un empêchement, ils pourraient savoir, puis ils pourraient aller faire je m'expecte. Mhm. Puis une des raisons qui pourrait s'objecter pourrait être que, bon, finalement, l'un des deux est marié, puis C'est déjà il, mon il, mari! il croyait que l'épouse est décédée ou le mari est un voyageur dans l'Ouest. Ça fait 4 ans qu'il n'est pas revenu. On suppose que, mais finalement, il y en a un qui l'a vu à Montréal ou quelque chose du genre. Ça pourrait être ça. Ou, comme qu'on disait, il me semble que c'est pas des cousins, ça. Ces deux-là, là, me semble, là, que leur oncle, là, puis la grand-mère est telle, c'est la même, tu sais, bon, c'est la même Oui, lignée. Fait oui, que oui, là, bon. quand tu avais tu sais, un moins grand rayonnement dans ta vie sociale, il y avait des gens des mêmes familles, des fois, puis ça pouvait arriver en le sachant ou en le sachant pas. Fait que Mhm. ça servait un peu à ça. Puis, normalement, le curé devait aller valider est-ce que ces personnes-là ont un lien de parenté, là, dans ce qu'ils pouvaient savoir, là. Mais là, s'il y en a un, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut quand même se marier? Ben, ça va dépendre. Normalement, ce qu'ils vont avoir, tu sais, ils vont essayer d'éviter le premier degré de consanguinité. Tu ne te mettras pas avec ta cousine proche. Tu sais, la fille de ton oncle, là, à part si tu es un roi de France, ça devrait pas arriver. Euh, Généralement, ils vont essayer d'empêcher premier, deuxième, troisième degré de consanguinité, mais pas bien plus loin que ça. Des fois, le troisième, ça va dépendre un peu de l'évêque. Fait que là, s'ils découvraient un degré de consanguinité, ils pouvaient aller demander une exemption. Ah, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est le même qu'elle. Euh, on va aller demander à l'évêque, on peut dessus, c'est correct, on est capable, là, ça marche-tu? Puis là, il fallait demander une exemption, il fallait obtenir une exemption, et ils vont être mentionnés dedans. Je pense que tu en avais, toi, Éric, des comme ça. Ouais, en fait, j'ai découvert ça, je vous montre ça. Bon, moi, c'est mon arrière grand, c'est 3 fois mon arrière-grand-père. C'est 6 au-dessus de moi. Donc, j'avais pas monté toutes les lignées encore. On parle du mariage de Stanislas Béliveau, descendant là, de déportés acadiens, qui se marie avec Lucie Morin. Puis, bon, à l'autre page ici, on peut voir ici que les partis ont obtenu de Monsieur le grand vicaire, puis là on a son nom ici, qui a eu une dispense du 4e degré de consanguinité. Quatrième degré, c'est quand même pas proche, là. Non, c'est pas proche. C'est effectivement, c'est que d'un côté, là, il y a un dénommé, il y a une grand-mère qui est une poirier. Puis d'un Ouais. autre côté, il y a un grand-père poirier. Puis bon, ça fait en sorte que effectivement, ils ont un arrière-grand-parent là, commun. Euh, mais bon, ça m'a permis là, d'aller voir, là, d'aller plus loin dans mon arbre, c'était des lignées que j'avais pas faites. Puis effectivement, bon, j'ai découvert là, qu'il y avait une consanguinité au 4e degré à ce niveau-là. Ouais, parce que quatrième degré, là, cinquième, sixième degré, là, tu sais, moi, plutôt, on a sûrement des arrière, 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 grand-père, tu sais, qui sont communs sans le savoir, là, parce que, Peut-être. Ouais. hein. Ouais, Ah c'est oui. ça aussi. Souvent sur les registres de mariage, moi, il y a une information, des fois, que je trouve intéressante sur les témoins. Euh, Oui, oui, les un témoins, peu comme qu'on disait tantôt, les parrains marraines, c'est des gens à qui on prend pas là, petit Joe là, sur le bord de la rue qui passe là, dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Viens être témoin à mon mariage. Non, non, c'est des gens là, qu'on a surtout que c'est choisis. plus planifié que le baptême, là, parce que le baptême, c'était en urgence souvent, là, le mariage, ils l'ont au moins prévu. Ouais, c'est ça. C'était moins gros que les. Tu sais, souvent, c'était beaucoup moins gros que les mariages organisés religieux avec la grosse robe puis 12 millions de personnes, là. Fait que Mhm. souvent, il va y avoir le témoin de chacun des côtés, là, souvent un petit peu de famille, là, mais généralement, ils sont capables de faire une liste de témoins assez complète là, des gens qui étaient vraiment présents. Ouais, effectivement. Puis c'est ça, ça nous permet de savoir, ben, souvent, ça va être des beaux-frères, des cousins, là, mais des fois, c'est des noms qui n'ont aucun lien de parenté. Les amis. Les amis, c'est ça. Ça Si nous tu te maries démontre. la semaine prochaine, je vais probablement être présent, puis je suis pas ton frère, là.
c'est ça. Fait que ça nous démontre, nous autres, on aime ça, savoir c'était qui, c'était quoi la vie de ces gens-là. Ben ça, c'est d'autres indices qu'on peut aller chercher. Puis quand il y a Mais des frères, des oncles, des fois, c'est même mentionné, puis des fois, ça l'aide à démêler hum, des incertitudes. C'est quand même cool. oui, oui, effectivement, effectivement. Maintenant, passons au Avant de passer aux sépultures, normalement, dans la prise de registre standard, il va y avoir, au moment où tu sais, il va envoyer, on parlait des bancs tout à l'heure, mais on va aussi envoyer une mention là, lorsque tu as été baptisé. Donc, tu te maries, tu n'habites pas dans la région où tu es né, hum, il va y avoir une dépêche qui va être envoyée. Et là, j'ai pas un exemple à vous montrer, on vous en montrer d'autres tantôt, mais normalement, en marge de ton baptême, le prêtre devrait mentionner à quelle date tu t'es marié et avec qui, pour compléter un peu ton baptême. ce qui nous donne encore plus là, d'informations et de confirmations possibles. Là. Passons maintenant aux sépultures. Moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Je vous disais tantôt qu'il se pouvait qu'un des parents ne soit pas là. Ça peut être, hein, on parlait là, d'un bûcheron dans le cas du père. J'ai ici une sépulture. C'est la sœur de ma grand-mère. Euh, on peut voir ici, c'est Juliette Laprairie, qui dit, hein, le 2 septembre 1926, nous avons curé signé aujourd'hui, inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Juliette Laprairie, décédée hier à l'âge de 11 ans, enfant d'Henri-Paul Laprairie. Ça dit tué accidentellement par les chars de la paroisse de Saint-Sacrement. Bon, ben, parce qu'on est dans la paroisse des Saints-Anges gardiens. Eux sont de la paroisse très Saint-Sacrement. On le spécifie, mais on constate que la mère n'est pas là. Ça fait On, que on la l'a- mère, elle vient même pas au décès de sa fille, genre. En effet, on voit ici qu'on l'a rajouté en marge, qui est de Lucienne Lamare. Mais bon, quand on voit ici, dans le devoir, du 1er septembre 1926, on a ici un article tué par un train. Marcelin Charette, 71 ans, épicier, 347 rue Saint-Joseph à la Chine et Juliette Laprairie, 9 ans. Ben là, c'était par Avenue Jean, un char ou un train? par un train. Ils ont été institués instantanément hier après-midi vers 1h30 alors que la voiture dans laquelle ils se trouvaient fut frappée par un train du CNR venant de Toronto à l'intersection de la rue Victoria et de la Première Avenue à la Chine. Une autre fillette de 8 ans, Cécile Laprairie, qui se trouvait aussi avec les victimes, a été sérieusement blessée et a dû être conduite à l'hôpital Saint-Joseph de la Chine, où on espère peu de lui conserver la vie. Donc, on peut supposer que Lucienne Lamare, elle devait être au chevet de Cécile, qui, soit dit en Surtout si passant, elle était sur le bord de peut-être mourir, là. tout à fait. Soit dit en passant, là, elle a survécu là, à cet accident-là. On peut revoir, hein, on retourne dans les registres, on voit la sépulture de Juliette Laprairie et on voit la sépulture de Marcelin Charette, un Ouais, après l'autre. qui était probablement dans la même cérémonie même. Oui. Non, en fait, ici, c'est le 2 septembre, puis l'autre, c'est le 3 septembre. C'est un après l'autre. Tu vois, il y a plein Sinon, d'informations dans les registres. tout à fait, hein. Puis sinon, ça nous confirme des histoires, hein. Moi, je me souviens, mon père me racontait que il me disait, ben, il nous en racontait dans la première émission qu'on a faite de Parlons Ancêtres que mon arrière-grand-mère est décédée en couche là, de son Xème accouchement là, en peu de temps, en peu d'années, c'est-à-dire. Puis, si on voit ici les registres paroissiaux on a ici Marie-Ange Béliveau, qu'on a ici sa naissance, qui est du légitime de Elfège Béliveau, cultivateur, et de Albertine Lambert de cette paroisse. Albertine n'apparaît pas dans le registre. Par contre, si on regarde le prochain registre, Ah, on a ici la sépulture d'Albertine Lambert, ce qui confirme l'histoire qu'on m'avait racontée.
Ouais, Toi, quand de même. ton côté, Yann, tu en as quelques-uns à nous montrer. Oui, oui, tout à fait. Donc, ici, on est à Sainte-Scolastique. Ça débute ici. Le 22 décembre 1837. C'est une que tu reconnais peut-être, 1837. Je, prêtre, curé, sous-signé, est inhumé sans cérémonie, suivant l'ordre à moi, initié par le Monseigneur de Montréal en date du 19 du courant, dans le lieu destiné à la sépulture des enfants morts sans baptême, le corps de personnes ci-après nommées, tuées dans le combat livré à Saint-Eustache le 14 du courant. Là, donne-moi 2 petites secondes. J'ai ici le même registre. Il y a des gens qui sont penchés un peu là-dessus. C'est ici, on parlait de la bataille de Saint-Eustache, là, c'est une bataille patriote. C'est dans le cimetière de Sainte-Scolastique et c'est des patriotes qui sont décédés. On le sait, le Monseigneur de Montréal, il avait interdit aux patriotes, puis ils avaient menacé de les excommunier s'ils étaient pour se battre contre les gentils Anglais. Puis ben c'est ça, là, le prêtre ici, c'est ça qu'il dit, il a enterré les corps et je nomme, parce que je trouve que c'est important de les mentionner, c'est des patriotes qui sont battus pour nous, pour notre nation, contre l'ennemi anglais, puis qui sont morts au combat. Et regardez les âges. On parle ici de Louis-Robert dit Fâché, 17 ans, fils de Charles-Robert dit Fâché, cultivateur, et de Marguerite Humet de Saint-Scolastique. Joseph Gauthier dit Larouche, 18 ans, fils de Joseph Gauthier dit Larouche, cultivateur, de Félicité Ouimet de Saint-Scolastique. Jean-Baptiste Campeau, 17 ans, fils d'Antoine Campeau, cultivateur, et de Marguerite Labrosse de Saint-Scolastique. Amable Lauzon, 23 ans, cultivateur de cette paroisse. Jean Morin, 22 ans, cultivateur de cette paroisse. Jean et Auguste, deux frères, 20-25 ans. Jean et Auguste Doré, fils de Joseph Doré, cultivateur, et de Rose Charbonneau, dite Cadieux de cette paroisse. Joseph Leduc, 26 ans, cultivateur de cette paroisse. Eustache Bilodeau, dit Lafleur, 22 ans, tué le 14 décembre dernier. Tous ces gens-là se sont battus à la bataille de Saint-Eustache, une bataille qui est quand même reconnue dans l'histoire du Québec. Les Anglais, avec des sympathisants là, qui venaient de l'Ontario, là, des loyalistes, qui sont venus, qui ont rasé la ville, puis qui ont tué, là, ils avaient enfermé dans... En tout cas, c'est pas une belle bataille. Puis, les sauveurs à Saint-Scolastique, là, sont enterrés là, même pas dans le cimetière normal. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de plaque avec leur nom parce qu'ils n'ont pas le droit dans le cimetière des infidèles. Il n'y a pas de monument. Mais ces gens-là sont battus pour nous autres. Moi, je trouve ça triste, je trouve ça fâchant à quel point que c'est comme ça. Mais là où ce que je trouve intéressant, c'est que malgré ça, le curé ici, lui, malgré qu'il s'est fait dire par le Monseigneur, regarde, tu fais pas de cérémonie, tu mentionnes pas leur nom, il les a écrits quand même au registre, puis il a laissé aux générations suivantes des traces de ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, là. La dualité un peu. Mais tu sais, c'est comme les registres, des fois, ils servent à ça aussi. C'est la preuve, tu sais, c'est la suite, là. On voit un peu ce qui se passe dans notre histoire, là. Puis avec les noms, les sépultures. On aurait, bon, difficile pour nous d'oublier ces événements-là, mais on les aurait oubliés qu'en tombant sur un registre de la sorte, ben, ça aurait fait, ah, c'est passé une bataille à Saint-Eustache il y a, à cette date-là, en décembre. Bon, creusons un petit peu plus, là, fait que c'est ça. Sinon, autre que des standards, là, baptême, mariage, sépulture, y a-tu d'autres choses que tu aurais trouvées là, par rapport au registre qui pourraient nous donner des informations intéressantes? Là, je l'ai pas retrouvé, mais j'avais croisé une fois, là, je pense que c'est pendant la conquête, là, une mention, c'est la guerre, voici la liste de ceux qui sont morts des 2 dernières semaines. Mais sinon, si tu me donnes quelques secondes, ici j'ai un registre que je trouve assez particulier. Puis ça, les prêtres, ils le prenaient, mais non de ceux qui ont, dans cette paroisse, eu la petite vérole que nous appelons la picote, dans l'année 1733. C'est pas nécessairement des gens qui sont décédés de ça, mais il y avait une épidémie.
Puis, ben, les curés ils ont trouvé que c'était important de mentionner ceux qui l'avaient, potentiellement pour des raisons sanitaires par la suite, là. Mais c'est ça, toute la liste de gens qui ont pogné la petite vérole dans Saint-François-de-Sales de l'île Jésus, donc dans Saint-François de Laval. On a ça par famille, hein? Oui, par famille, là, puis c'est parce qu'il y a des grosses familles. Puis c'est ça, je trouve ça quand même assez impressionnant, là. Tu sais, les registres, on s'en sert beaucoup pour naissance, tu sais, baptême, dans le fond, naissance, mariage, sépulture. Mais il y a d'autres événements aussi qui vont avoir été mis. J'en ai un autre pour toi, qui est un peu plus pour ceux qui font des trucs religieux. Ici, on voit le 18 décembre 1838, l'église de Saint-Scolastique, dont la mention était faite par Joseph Pelletier, maître maçon, charpente par Maillère Ollier. Ouais. Maître charpentier de Sainte-Anne-des-Plaines, a été béni solennellement par Monseigneur Nicolas Dufresne, prêtre du séminaire de Montréal. Donc ça, c'est la bénédiction ou l'inauguration de l'église de Saint-Scolastique. Il y avait déjà des trucs dans la paroisse, là, ils ont construit l'église, puis oups, ben, ils mentionnent ça pour les curés, c'est clair que c'est important. Mais c'est quand même le fun de voir des registres qui parlent de... Tu sais, c'était important pour nos ancêtres d'avoir une église, ils allaient là tous les semaines. Puis ben, bon, on en trouve des traces dans nos registres. Il y a aussi des fois des registres que je trouve un peu différents, là. Je vais te montrer ce que je veux dire. Il y a un espace blanc. En principe, moi, je suis tombé là-dessus parce que c'est censé être les sources que j'avais disaient que c'était un registre de mariage qui va là, mais qui n'est pas là dans la chose. Puis il y avait un espace blanc. Et des fois, quand ils font les deux registres, c'est comme une tenue de livre en double, là. Des fois, il l'a dans un, puis il oublie de le mettre dans l'autre. Des fois, on a un espace blanc mort. Là, il a pris une note pour le mentionner. T'as comme un espace dans ton registre qui dit, ben, regarde, ici, il y a comme rien parce que, ben, il y a rien. Les registres, on le mentionnait, Eric, c'est super important pour réussir à avoir des traces. Puis, le fait qu'on en a en double est quand même assez importante. Mais des fois, ça arrive que les actes ils vont être disparus pour toutes sortes de raisons, des fois connues, des fois non. Les actes de juin, check bien, 1723 à 1748 ne sont pas au registre. Puis celui qui regardait ça, il était comme, ben, ils disent 1746, mais je vois ça 1745, là, c'est la fin de 45, début 46. Il y a un trou, il y a quasiment 20 ans dans leur registre, ce qui donne, je te dirais, certains mots de tête, là, à Saint-Augustin. Moi, je le sais parce que j'ai fouillé dans ces registres-là souvent. Il y a des gens que j'ai pas retrouvés qui sont probablement là dans la petite fourchette qu'il y a là. Ça nous aide pas quand les registres sont manquants. On disait au début, tu sais, nos registres sont excellents en Nouvelle-France, au Québec, là, au Canada en général, mais au Québec beaucoup. Nos registres sont excellents. On a beaucoup de traces. Là, on peut remonter jusqu'au début de la colonie. Mais des fois, ça arrive qu'il y en a qui sont perdus. Des fois... Les raisons qui sont perdues vont souvent être... Ça peut être un feu. Ouais. Ça peut être une guerre qui va causer un incendie ou du pillage. Ça peut être une inondation. Nous, pas qu'on n'a pas eu de guerre sur notre territoire, mais on en a quand même eu peu là, comparé à ce qu'on connaît en Europe. Oui, il y a des églises qui ont été rasées pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, là, bombardées parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des endroits, c'est des gros buildings solides, là, puis c'était protégé là, par les forces ennemies, les forces allemandes, puis des fois, les forces alliées essayaient d'éviter ça, mais des fois, c'est comme, ben, si on veut pouvoir prendre la position, c'est ça qu'il faut faire, là, puis ils rasaient des monuments, là, c'est vraiment triste. Mais des fois, il y avait des registres là-dedans qui étaient pas, tu sais, des années 40, c'était pas encore tout photographié, là, ces registres-là. Là, ici, j'en ai un, c'est justement
tous les registres de la paroisse ont été détruits par le feu le 27 avril 1872. Feu détruisant église et presbytère de Saint-Gervais. On parlait l'autre fois de Saint-Gervais et Prochet, comté de Bellechasse, là, c'est ici. Puis, c'est ça, les curés, là, ils travaillent à rapatrier ce qu'ils pouvaient de ce qui manquait, là, parce que ça avait été détruit. Ça, c'est des choses qui, malheureusement, arrivent. Mais des fois, il y a des incendies. Des fois, c'est autre chose. Des fois, c'est plutôt des inondations. Chez vous, Éric, tu te souviens, on a déjà parlé de Notre-Dame-de-la-Paix. Mm-hmm. Je pense que le presbytère de Notre-Dame-de-la-Paix a eu un problème de toit là, en 1910. Parce que le registre il est légèrement magané. Ah. Là, c'est pas trop pire. Il est encore en... Bon, il est encore lisible. Là, on voit que le son passe un peu au travers. Tu as des fois aussi des registres, même s'ils n'ont pas été détruits, l'encre était trop forte pour le papier, puis tu vois comme les deux côtés en même temps, ce qui rend ça excessivement difficile à lire. Mais c'est ça. Là, c'est bien, c'est encore là. Des fois, le registre il est juste plus bon, puis ça se perd. Là, ce qu'on est chanceux, c'est que la loi impliquait qu'on avait des copies du registre. Mm-hmm. Donc, tu avais le registre à l'église, puis tu avais le registre au palais de justice. Faut être pas chanceux pour que les deux aient été détruits. Mais il y en a des fois que c'est plus difficile à voir. Là, entre autres, l'une des problématiques qu'on a dans le monde moderne maintenant, c'est que, comme tous les registres qu'on a ici, c'est tout de la même source. Puis, je suis pas trop certain, mais je crois comprendre que BNQ puis Family Search, ils ont les registres des églises, mais que Ancestry, eux autres, il y aurait les registres du palais de justice. Donc, des fois, tu n'as pas exactement la même copie du même registre, même si c'est le même registre. Okay. Là, il y a toujours l'idée, tu sais, quand on essaie d'avoir de l'information, on va toujours le plus près de la source possible. Dans le sens, dès que tu fais une transcription, tu peux faire une erreur. Comme on voit tantôt, il y a des blancs. À partir de quand tu as deux copies, la deuxième copie, est-ce qu'elle est vraiment conforme à la première copie? Ou, vu que ça fait 800 que tu fais cette journée-là, tu t'es trompé, ça? C'est toujours à voir. Mais les deux copies, en principe, existent. Donc, on maximise les chances de ne pas avoir de pertes là, par toutes sortes de choses. Ben, je pense qu'on en a fait quand même. On a démontré là, beaucoup d'exemples là, différents. Puis avant de conclure, je tiendrais là, à souligner le fait qu'on a non seulement atteint les 250 abonnés, mais aussi les 255 au moment où est-ce qu'on se parle, où est-ce qu'on enregistre cette vidéo. Je voudrais aussi spécifier, là, vous avez peut-être constaté que je sors beaucoup moins de contenu dernièrement, là, autre que Parlons Ancêtre, c'est le seul contenu là, que je sors là, depuis un mois ou deux. C'est temporaire, c'est un recul pour mieux vous livrer des nouveaux contenus. Donnez-moi là, d'ici l'été, là, puis ça devrait, là, les choses devraient se placer. Vous saurez en temps et lieu là, les raisons là, du pourquoi. Sans entrer dans les détails, tu as des belles choses qui s'en viennent. Tout à fait, tout à fait. Bon, puis pour conclure l'émission là, d'aujourd'hui, comme je disais, on a fait quand même, là, j'espère que ça va vous donner beaucoup d'informations, que ça va vous aider à faire des recherches généalogiques sur vos ancêtres, à confirmer des informations que vous avez ou à vous trouver des indices ici et là. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci toi aussi, Eric. Merci tous d'être à l'écoute. Bonne journée.